Samara, au nord-ouest des Gaules. Ce fleuve paisible s'écoule en un pays de marais foisonnant de vie. Où les terres fertiles et les forêts généreuses nourrissent des hommes fiers. C'est le pays de mon peuple, où s'enfoncent les racines profondes de notre prospérité. Nous sommes les Ambiani, ceux qui vivent de part et d'autre du fleuve. Je m'appelle Wertragos. Ceci est mon histoire. Enfant, je rêvais déjà d'égaler Arthos en force et en sagesse. Issus d'une illustre lignée et frères d'armes de mon père dans de nombreuses batailles, ils étaient devenus amis. Mon père en avait fait son embacte, son garde du corps, dont le devoir était de le protéger jusque dans la mort. C'était lui qui ferait de moi un homme. Il avait aussi la charge de veiller sur moi et de m'éduquer à l'art de la guerre, pour faire de moi un véritable aristocrate en bien. Mon père, Katoukaros, était notre chef à tous. Il possédait la terre, la sagesse et le courage. On venait de loin pour lui rendre hommage, car notre pays était riche et prospérait sous sa tutelle et sa bienveillance. Il m'emmenait souvent avec lui lorsqu'il allait prier les dieux. J'apprenais à les nommer, à les honorer et à en respecter la volonté. Du haut de mes 13 printemps, je n'étais pas encore vraiment digne de sa compagnie. Je chérissais pourtant ces moments passés avec mon père. Il faut dire qu'ils étaient rares, car chez nous, les aristocrates ne fréquentent pas les enfants en public. Chaque matin, c'était le même rituel. Je vadrouillais parmi les miens en essayant, tant bien que mal, de tuer le temps qui me séparait du jour où j'aurais des responsabilités. Le père de mon père avait installé ici sa demeure. D'autres gens s'étaient installés à sa suite, comme ces artisans aux nombreux talents, venant parfois de contrées lointaines. J'admirais leurs gestes précis et la qualité de leur travail, étant tout à fait incapable d'en faire de même. Après tout, là n'était pas mon destin. Les viandes salées et les étoffes de laine et de lin sont autant de trésors précieux que nous envient les peuples du Sud, nous assurant une certaine prospérité. Mais ce qui me rend peut-être le plus fier, c'est le fer de nos armes et de nos outils. Il fait notre réputation par-delà les montagnes, nul ne pouvant rivaliser avec notre manière de le travailler, de lui donner forme et résistance, éclat et beauté. J'aime cette vie rythmée par le son du marteau sur l'enclume, semblable au chant brave d'un cœur vaillant. Le plus important est sans doute la récolte du grain et sa transformation. L'une et l'autre cadencent les journées de nos gens. Chaque jour, ils tirent ainsi de la terre le fruit de leur labeur, soutenu par les faveurs du soleil et de la pluie.
Dans mon entourage, on me répétait sans cesse que mon rang était fort enviable. Mais je ne l'entendais pas de cette oreille. Pour moi, il était normal d'être privilégié et de passer devant les autres. Ma tribu est autonome et fière, comme toutes celles qui peuplent les Gaules. Même si les grands peuples se reconnaissent dans leur vaillance et leurs faits d'armes, la guerre n'est pas toujours l'ordinaire de nos vies. Nos peuples sont liés depuis longtemps. Nous partageons les mêmes valeurs spirituelles et morales, transmises de génération en génération par nos chefs et nos sages. Pour voyager, mener nos affaires, échanger, il existe de nombreuses routes commerciales, tracées bien avant que les Romains ne les empruntent. Malgré tous ces liens spirituels et matériels centenaires, il arrive que des querelles entre nos peuples éclatent. Il faut reconnaître qu'elles sont presque quotidiennes. J'enviais la position de mon père, tenir les gens en respect devant mes décisions, être craint par mes ennemis, admiré par les autres. J'étais pourtant encore loin de comprendre à quel point le pouvoir peut être un fardeau pour l'âme. Je m'imaginais souvent conduire les miens à la guerre, chevauchant dans les glorieuses traces de mon père. Cela faisait un cycle de saison que le proconsul et général romain Iulius Caius Caesar avait débuté sa campagne contre une partie des peuples gaulois. Depuis des années, nous vivions en paix avec les Romains. Nous commercions avec eux. Certains Gaulois avaient même reçu le titre d'amis de Rome. Mais tout avait pris fin au retour de la belle saison. Les légions romaines avaient traversé le pays des Rèmes, nos voisins du sud, qui s'étaient liés aux Romains en rompant les liens avec leurs maîtres, les Suéciens. Tout comme nombre des miens, je voyais ces parjures comme des hommes bien peu dignes et bien peu fiables. Leur connivence avec Rome et le manquement à leur serment nous paraissaient comme un affront fait à Taranis, dieu du ciel et de l'orage, protecteur de nos terres. L'émissaire envoyé par César, escorté par ses nouveaux alliés gaulois, amenait avec lui une odeur de guerre contre les Romains longtemps redoutés. La modération et le sang-froid de mon père m'apparaissaient comme une faiblesse. Je me souviendrai toujours de l'expression du visage de Lougulkos, le vat de notre village, lorsqu'il lut la missive. C'est ce jour-là que j'ai compris que notre monde, tel que nous l'avions toujours connu, allait changer. Si un gardien des savoirs, un homme proche des puissants et des dieux, ne réagit pas aux provocations, alors qui le fera? À ce moment, tout mon être s'insurgeait contre l'inaction de ces hommes que j'admirais pourtant. Et si cela n'avait tenu qu'à moi, ce jour aurait été un jour sanglant. Je leur aurais coupé la tête pour laver l'affront fait à Théotatès, le dieu protecteur de la tribu. Et je n'étais encore qu'un enfant, brave, mais bien loin d'être sage. Le grand conseil de la tribu avait statué le soir même. Le lendemain, une délégation ambienne partirait consulter la tribu voisine des Viromandoins. Ces vieux amis étaient également nos clients.
Nous nous devions une entraide mutuelle, et de vieilles alliances unissaient nos familles. Là-bas, il serait décidé si nous rejoignions les forces de Rome, ou si nous nous allions contre elles. À ma grande surprise, mon père décida de m'emmener avec lui. Ma mère, quant à elle, n'approuvait pas cette décision, sans que je comprenne alors pourquoi. Mais à ce moment-là, la joie de partager une aventure avec mon père et la fierté qu'il me fasse enfin confiance avaient pris le dessus, et je me hâtais de me préparer seul, comme un homme, prenant soin de ne rien oublier. Je l'ignorais encore, mais cette mission scellerait ma destinée, à tout jamais. Ainsi nous partîmes vers l'est, vers le pays des Viromandouins. L'aventure, enfin! Ma première quête à travers les terres celtes. Je ne m'étais jamais autant éloigné de mon village, et chaque nouveau paysage était comme une renaissance à mes yeux. Je me sens chez moi parmi ces paysages défrichés et bien structurés. Cette mosaïque de champs et de prairies à perte de vue. Des fermes éparpillées y côtoient des forêts prospères, souvent anciennes. Ces bois nous permettent de nous loger, de nous chauffer, et nous procurent le feu de notre métallurgie de pointe. Je m'étais promis de faire mes preuves durant ce voyage, de montrer à mon père que j'étais devenu un héritier à sa hauteur, un homme digne de mon statut. Mais je n'étais pas encore vraiment digne de sa compagnie. Notre voyage se déroulait sans encombre sous l'égide des dieux, et nous faisions souvent halte au bord d'une rivière, ou dans les nombreuses fermes qui se dressent sur notre territoire. J'aime bien le Goulkos. Je ne comprenais pas souvent ses gestes et ses paroles à l'attention des dieux, mais sa présence me rassurait. Ce vieux guerrier d'Arthos mettait plus d'ardeur dans mon entraînement depuis que nous avions entamé notre périple. Et je faisais de même. Je ne ressentais ni douleur, ni fatigue. Si bien que ma détermination et mon implication ne passèrent pas inaperçues. Ce fut sans doute un signe pour mon père, qui eut enfin un geste inespéré à mon égard. Était-ce un témoignage de sa fierté? Me considérait-il enfin digne de porter les armes? Étais-je devenu un homme à ses yeux? Nous arrivâmes chez les Viromanduins, accueillis par le cri des guerriers s'entraînant au combat.
Les Viromanduins sont de puissants alliés, et leurs combattants sont presque aussi nombreux et vaillants que les nôtres. Disciplinés par les conseils des maîtres d'armes, les jeunes recrues me parurent de féroces combattants. J'adore voir tant de passion dans l'exécution de ces gestes guerriers qui font de nous des peuples respectés. Notre infanterie se bat en phalange, en formant un mur compact de boucliers, qui retient efficacement les assauts de nos adversaires. Dans la ligne, chaque guerrier est un maillon indispensable. À cet instant, je m'imaginais debout parmi les lanciers, avançant comme un seul homme pour faire couler le sang de l'ennemi. J'avais beau les envier, ma destinée était ailleurs, chez ceux qui décident. Chez nous, le crime ne reste pas impuni. Aujourd'hui encore, je m'interroge sur ce que cet homme avait bien pu faire pour se retrouver au centre des débats. Sans justice, il ne peut pas y avoir de civilisation. J'allais assister à quelque chose de rare et d'unique. Ces coutumes d'un monde ancien, plus trouble, plus sombre, me terrifiaient. Le monde des adultes s'ouvrait à moi. Obscur, froid, réel. À ce moment précis, la chaleur de l'innocence me manqua cruellement. Ici, te me veres et ici, suere genia tu o cubrino per me visi teta mi suante elomi per amasipa pisone ramase pa pisone recumisi beria su sere sue cruio sera chissà ma chere ui vorono we chere ui rolono we. Nos deux peuples sont réunis autour de la cérémonie du vin. La grande décision devait être prise. Allions-nous marcher aux côtés de Rome, ou allions-nous lever nos boucliers tel un seul homme face à leur légion? Tout ce protocole m'ennuyait profondément, mais je trouvais du réconfort dans les animations de notre hôte. Aramos, un des embactes de mon père, avait proposé une lutte à Sacrapos, maître d'armes de nos amis Viromanduins.
j'en garde un excellent souvenir. Les cœurs étaient légers, et le vin de Massilia coulait à flot. Et je dois bien reconnaître que les regards des jeunes filles ne me laissaient plus aussi indifférent qu'à moi. J'observais chaque geste, me plongeais dans chaque regard, essayant de deviner les échanges et les sujets des conversations. Nos chefs sont d'accord. J'espère qu'ils ont pris la bonne décision. Le lendemain, nous nous sommes rassemblés pour entendre la décision des chefs. À l'annonce de mon père, j'ai senti mon cœur battre si fort dans ma poitrine que j'en tremblais. Nous marcherions contre César, ensemble. Alors que l'euphorie faisait place au silence, je sentis les regards se poser sur moi, chacun me glaçant le sang plus que le précédent. La leçon du jour fut l'une des plus dures de ma vie. Pour grandir, il faut souffrir, me murmura mon père à l'oreille. Le pacte entre les deux chefs sera scellé par le sang chaud et noble qui coule dans les veines de leurs enfants. Mon père m'échangea avec la fille du chef viromanduin, Giamma. Pour la première fois de ma vie, je comprenais enfin mon rôle dans ce monde. J'étais à la place qui est la mienne, celle d'un aristocrate. Un aristocrate comme mon père, dont la parole est scellée par le sang. Mon sang. J'étais tiraillé entre l'abandon et la trahison. Mais en vérité, c'est la liberté qui s'empara de moi ce jour-là. La liberté de devenir autre chose que ce que mon père attendait de moi. La liberté de guider mon peuple à ma manière. La liberté d'être enfin moi-même. Cinq années se sont écoulées depuis le pacte gaulois qui a scellé mon destin. La guerre ne nous a pas épargnés, et les pactes jadis conclus par le sang sont restés honorés. À la mort de mon père, je suis revenu parmi les miens, et me voilà chevauchant à leur côté sur la terre de mes ancêtres.
répondant à l'appel de Vercingetorix, le roi des Arvernes qui s'est lancé dans le projet de fédérer les peuples gaulois soumis. Je me rallie au soulèvement contre l'occupant romain. Il est temps pour nous de rétablir l'ordre ancien, celui du temps où nous étions les seuls maîtres en notre pays. Ce César saura bientôt qu'on ne soumet pas si facilement un Gaulois.